nous a demandé, les médecins, dans notre cadre de référence professionnelle, d'appliquer des recettes, de faire des diagnostics avec des critères diagnostiques préétablis, puis de prescrire ou d'établir un plan de traitement en fonction d'eux. Mais là, on assiste à toutes sortes de maladies. On n'a plus de critères diagnostiques. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on développe des façons d'évaluer les patients autrement. Donc, c'est ce qu'on fait, nous. Et on va chercher l'information ailleurs. C'est l'émergence de la médecine fonctionnelle. Bonjour tout le monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Dr. Lynn Deshôtels, médecin de famille depuis plus de 25 ans, véritable pionnière et fondatrice du CMIE, Centre de médecine intégrative et évolutive. On discute de son approche, d'une vision renouvelée de la santé et plus encore. Bonne écoute. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue à Max Wellness. Je suis super heureux aujourd'hui. Je suis avec une invitée en or. J'ai Dr. Lynn Deshôtels qui est avec moi aujourd'hui. Je suis super honoré de t'avoir avec moi. Merci pour ton temps. Tu es vraiment pour moi une pionnière là, en santé intégrative au Québec et vraiment la fondatrice aussi pour les gens qui ne savent pas à la maison et propriétaire du réseau CMIE. On pourra peut-être en parler un petit peu plus tantôt. Tu as contribué à la plateforme là, d'un autre épisode que j'ai fait avec Véronique Bourbeau, Ma santé, mes hormones, donc le volet hormonothérapie, le volet santé au féminin, mais de façon santé globale avec une vision large. C'est ça que je trouve super intéressant aussi. Et tu es vraiment, c'est ça, tu as contribué avec elle aussi pour allier la médecine et la naturopathie et en fait, essentiellement, même avec le CMIE, les forces de tous et chacun en santé. Écrit des livres également qu'on pourra aussi exposer, mais d'entrée de jeu, j'aimerais ça si tu fais te présenter, docteur Deshôtels, t'es qui, quel est ton cheminement qui t'a amené vraiment à fonder ce réseau-là? C'est pas rien, là, le CMIE, là, si tu peux nous en parler un petit peu, mais qu'est-ce qui t'a inspiré à faire la médecine que tu fais aujourd'hui? Hey, merci Max de m'inviter, hein, tout à fait, puis d'enligner aussi tes podcasts vers le wellness. Hein. On parle souvent de santé hein, quand on wellness, santé optimale, avancer en âge en santé, puis je pense qu'il faut viser la santé plus que de traiter la maladie. Alors c'est un peu ça qui a fait en sorte que j'ai dirigé ma pratique en 2012. J'ai dit non. Puis même avant, la réflexion était de beaucoup d'années avant parce que j'ai toujours été intéressée par les approches alternatives autres que la médecine. Personnellement, j'ai consulté tout ça parce que je pense qu'il faut travailler sur la prévention, faut amener la santé dans la conscience collective, c'est super important et c'est une responsabilité qui appartient à tous et chacun de se prendre en main en matière de santé. Et ça passe naturellement par les habitudes de vie. Alors, ça cogitait dans ma pratique et je me disais, je suis devenue médecin tardivement, Max, dans ma vie parce que je viens du milieu de la science. Et je me suis dit, non, là, si j'ai à créer un milieu dans lequel je veux travailler, je vais créer un milieu dans lequel je vais pouvoir travailler en collaboration avec d'autres professionnels de la santé pour mieux accompagner, mieux guider les patients et vers la santé. L'autre petit motif qui est derrière tout ça, c'est aussi de garder l'aspect humain et relationnel. Donc, pour moi, en devenant médecin, c'était important d'être relationnel avec les patients. Et on est dans un système où la vitesse nous pousse à être de moins en moins à l'écoute et entendre ce que les patients vivent. Donc, il faut retourner vers les besoins du monde, des patients, des clients, appelons-les, ou des personnes. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait le CMIE. Et j'ai développé mes connaissances à travers les années. J'étais allée voir comment ça se faisait ailleurs. Et je suis très heureuse aujourd'hui de ce qui a été accompli. Je travaille avec des professionnels de la santé extraordinaires. Il faut reconnaître la compétence et l'expérience et l'expertise qu'on a chez nous et nous permettre de continuer à travailler ensemble pour le bien des gens, mieux les accompagner, mieux les guider, mais aussi les responsabiliser en matière de santé. Alors, c'est ça le CMIE. C'est un centre de médecine intégrative où on intègre les approches complémentaires de façon personnalisée pour répondre aux besoins des patients dans leur ensemble. C'est une globalité, c'est une approche de santé globale aussi. Alors, c'est ça. Fait que et c'est de porter tout ça sur mes épaules dans un contexte qui s'appelle le Québec.
un contexte aussi professionnel qui n'est pas toujours facile de colliger ou de mettre ça ensemble quand on est Ben, différent. c'est ça que je trouve très admirable parce que c'est évidemment avec bon, le système, on peut même en parler un peu si tu veux et tout, mais quels ont été potentiellement même les obstacles à tout ça que tu as rencontrés? Là, tu as ton livre, là, by the way, il sort quand? Je ne sais pas exactement, on pourra peut-être en parler, là, mais tu sais, le titre est quand même révélateur, c'est Il faut que ça change. Puis justement, je suis curieux de savoir un petit peu, sans nous donner tout le contenu du livre, mais de quoi, j'imagine qu'il y a un lien un peu avec ça, avec le système Ouais, actuel au Québec, qui, tu sais, moi, je suis dans la santé globale aussi, puis je peux voir à quel point, des fois, en voyant certains patients qui se sont promenés là, dans le système de la santé, puis tu fais comme, ouais, il me semble qu'il ouais. y aurait eu façon de mieux faire ça. euh, Ben, ben, Max, ça prend du courage. Ça hmm, prend du courage, puis il faut y croire. Puis deuxièmement, il faut être solide. Faut aller chercher les outils nécessaires pour dire, écoutez, on le fait, mais on le fait bien. On fait pas ça n'importe comment. Quand on sort des sentiers battus, il faut être solide au niveau de la science. Hein? mhm, Faut continuellement apprendre, faut continuellement étudier. Puis on montre le chemin de la différence, on montre le chemin du changement. Donc, on est des pionniers, mais il faut bien le faire. Il faut pas casser la baraque, comme on dit en mhm. québécois. Puis chaque petit pas compte. Puis de juste conscientiser, puis faire réfléchir les gens, puis même les gens qui sont en pouvoir décisionnel. C'est de ramener le gros bon sens. Hein? C'est pas Exact. compliqué. C'est juste du gros bon sens. J'aime ça dire ça, c'est ça. Oui, mon livre, c'est sur le changement, mais depuis la dernière année, il y a eu toute une évolution qui est apparue à travers mes réflexions parce que j'ai pas encore accouché, naturellement. Il n'est pas publié. Ça fait 3 ans et demi, par contre, que c'est des pistes de réflexion, des écrits un peu partout. J'écoute des séries, j'entends des gens. Il y a des gens qui m'amènent des phrases philosophiques, je lis des nouveaux trucs. Bref, il y a un peu évolué vers la thématique de la liberté. On le Hmm, sait, je suis visionnaire, j'ai créé le CMIE, puis tu sais que je l'ai créé parce que j'ai créé l'environnement dans lequel je voulais travailler en devenant médecin à 32 ans, en ayant exploré le milieu de la science, en voulant devenir médecin pour le facteur humain et en étant obligé de le pratiquer dans un système qui nous pousse à courir puis à faire des tournées d'hôpital, puis en tout cas, c'est la façon dont on nous demande de pratiquer aussi qui fait en sorte que finalement, ça devient comme un peu plate pour une fille comme moi de pratiquer dans un cadre de vitesse de consultation et ne pas prendre le temps. D'où le fait que je suis sortie du système pour pouvoir avoir du temps avec les patients, pouvoir développer des protocoles, me permettre d'observer, d'apprendre, d'améliorer mes connaissances, autant sur le terrain qu'au niveau de la science. Et c'est ce qui a donné le résultat du CMIE et de ce qu'on fait comme mission, l'équipe santé du CMIE. C'est une équipe avec plusieurs professionnels de la santé. Oui, il faut que ça change parce que la prévention, c'est important. Il faut être plus dans la santé puis moins dans la maladie. Hein. Tu sais, on en hmm. parle. Puis de dire aux patients, hey, vous avez le pouvoir, vous, sur votre santé. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre à la maladie. Vous pouvez prendre des décisions en matière de style de vie, de lifestyle ou d'habitude de vie qui vont vous donner des meilleures chances de rester en santé, même si on est dans une vie de fou, même si on est dans un contexte qui nous met bien à risque de côtoyer la maladie. Que ce soit l'environnement, que ce soit le climat, les habitudes de vie ou le contexte, le mode de vie. Hein? On est continuellement sollicité par le stress, il faut s'adapter aux changements, il faut répondre aux critères de la société. Puis quand on est différent, c'est un peu plus difficile, mais ce qui est plus important, c'est d'être en accord avec soi. Hmm. Parce que quand on n'est pas en accord avec ses valeurs puis avec qui on a une diffraction intérieure et ça aussi, ça nous met à risque de tomber malade ou d'être malade Mhm. ou de ne pas être en santé.
Ça résume-tu un peu? Puis ben c'est super bien dit, tu sais, puis je trouve que ce volet-là que tu as nommé aussi, certaines limitations, autant en clinique par rapport potentiellement à ta pratique et tout, et ce que tu as créé avec le CMIE, un centre de santé intégrative avec d'autres professionnels et tout, ça amène un peu un monde de possibilités pour mettre le patient au centre. Justement, il y a certains obstacles que le système actuel peut présenter, puis ça amène certaines solutions, mais ce que je trouve souvent pas évident aussi, c'est l'encadrement du patient. Parce que là, on parle de changer des choses à travers une réalité, un monde, une société, un rythme de vie go, 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 des habitudes qui sont très ancrées souvent. Tu sais, même les gens, souvent, je trouve qu'ils manquent d'où la naissance de ce podcast-là, mais d'informations ou trop d'informations se noient dedans. Puis d'avoir un accompagnement un petit peu plus ciblé. OK, j'ai telle problématique métabolique ou autre telle maladie, ou je m'enligne vers telle maladie, où est-ce que je commence? Là, qu'est-ce que je mets dans mon panier d'épicerie demain matin? Qu'est-ce qu'il faut que je change comme habitude? Est-ce que je change tout en même temps ou quelle est la prioritaire pour moi? C'est ça qui devient Faut être pas dans le évident si tu as 5 minutes avec ton patient. Exactement, parce que le volet éducation, tu sais, pour que nos patients se prennent en main ou se responsabilisent en matière de santé, il faut qu'ils soient connaissants, un peu plus connaissants sur les possibilités. Donc, il faut être conscient de où on est rendu. Il faut être aussi connaissant pour faire des choix en matière de santé qui correspondent à nos besoins. Et ça, ce volet éducationnel-là, on peut le faire en one-on-one dans nos consultations, amener à chaque fois une petite graine de conscience, de connaissance, pour que le patient ou le client se rende compte de ce qui est à l'intérieur de lui. Moi, je dis souvent aux patients, apprenez à vous observer. Mieux vous allez être en ligne avec ce que vous vivez, les changements que vous faites, puis qu'est-ce que vous remarquez qui s'améliore ou pas, ben ça va nous guider à mieux vous soigner. Mhm. Parce que comme médecin, là, Max, là, c'est pas qu'est-ce qu'on traite, c'est qui on soigne qui est important. Ça c'est tout à fait récent que j'ai comme allumé là-dessus. On repart de la personne. On repart de la personne, de ce qu'elle vit. Il faut considérer ses croyances, sa culture, où elle est rendue, puis ce qu'elle est prête à faire en matière de santé. Moi, je suis un guide. Je suis pas celle qui va décider. Et d'où la notion de patient partenaire. C'est au patient de décider, mais pour qu'il prenne la meilleure décision pour lui, il faut qu'il soit bien enligné. Il faut lui montrer les possibilités. Et il y a plus qu'une possibilité. Hein? En médecine, on nous demande d'être dans un cadre très rigide. Mais toi aussi, tu as un ordre professionnel. Il y a Ouais. quand même un encadrement qui est basé, oui, sur les données probantes, dans un contexte X, Y, Z. Mais il y a tellement une ouverture au changement actuellement. Il y a une conjoncture énergétique dans notre société qui permet l'ouverture à la collaboration interprofessionnelle, à différentes façons de soigner, d'accompagner et de guider les patients. Et c'est là qu'on est rendu. Alors, il faut en être conscient. Puis je pense que dans les milieux conventionnels, on va commencer à dire, ah, peut-être que, parce que si on reste braqué, ils vont tout perdre. Parce que c'est les gens qui vont demander ça. C'est les gens qui vont Exact. dire, nous autres, on a le droit à ça. On a le droit d'être accompagné de cette façon-là par des professionnels de la santé qui sont hyper compétents au Québec. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas un ordre professionnel. Il y en a des excellents professionnels de la santé. On est riche, 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 mais on est un petit peu, tout un peu chacun chez soi, mais il y a quand même un mouvement, il y a des organisations où là, on se permet de faire des conférences, des congrès, et on se réunit, on partage nos expériences et on unit nos forces complémentaires pour mieux aider les gens. Puis ça, c'est extraordinaire d'assister à ça. Puis ça brise l'isolement, puis ça casse la peur de la peur, là, d'être différent, d'avancer. Mais on peut pas tout brasser ça trop rapidement, puis ni en bousculant tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui est rendu là. Fait que c'est des petites graines de réflexion puis de conscience comme ce qu'on fait là aujourd'hui qui vont faire que le changement va s'installer. Il faut que ça Exact. change, mais c'est déjà entamé le changement.
Oui, ben oui, puis tu sais, comme tu dis, chacun est sur un cheminement différent, puis des fois, ce qui fait éclore cette graine-là, c'est une maladie ou une consultation qui nous brasse un petit peu, mais le fameux modèle, là, on a un record de maladies chroniques, puis le fameux modèle plus classique de, OK, je vais voir mon médecin, on va dire ça vraiment traditionnel, je vais voir mon médecin, puis il me donne un remède quelconque pour, justement, les maladies chroniques, ce modèle-là un peu plus classique, ben on se bute à un mur là, de plus en plus. T'sais. Puis le monde commence à se rendre compte, puis les praticiens, les médecins commencent à se rendre compte aussi qu'à un moment donné, des fois, OK, c'est un super outil, là, la médication et tous les outils médicaux, c'est phénoménal, tout ce que ça amène de bon, mais que pour plusieurs et même une grande majorité des cas de chroniques, bien souvent, c'est plus dans justement, ça revient, c'est le patient qui peut être son propre médecin au quotidien, dans chaque choix, chaque habitude de vie, chaque bouchée de X, Y, Z repas, et j'en passe. Si on regardait les habitudes de vie ou si on focusait sur la santé avant que les maladies arrivent, ben on serait probablement en étant plus conscient comme de l'impact des habitudes de vie. Moi, je dis souvent que le premier facteur de santé, c'est les habitudes de vie. Ça part de là. Ce que tu mets dans ta bouche, ce que tu manges, les choix que tu fais en matière d'alimentation, être un peu plus actif, mieux gérer son stress, essayer d'équilibrer sa vie personnelle ou professionnelle, ce qui n'est pas toujours évident dans notre société actuelle, avoir des bonnes habitudes de sommeil. Alors, ça, c'est à la base. Puis après ça, ben oui, il peut y avoir des facteurs génétiques, mais si vous saviez comment toutes vos habitudes de vie peuvent moduler votre santé ou la maladie, puis que vous êtes en santé si vous faites attention à votre santé avec des bonnes habitudes de vie. Tu sais, le concept de maladie, pour moi, est beaucoup trop répandu, maladie chronique actuellement, et pourrait tellement être dans des proportions beaucoup moindres. Alors, au lieu de se situer dans 75% des diagnostics attribuables à des maladies chroniques, on pourrait être dans 30%, 25% parce que c'est de l'ordre du fonctionnel. C'est-à-dire que, est-ce que c'est des vraies maladies ou c'est des maladies qui pourraient être améliorées ou ramenées à la santé si on s'occupait des causes? Qu'est-ce qui a amené à ça? D'essayer d'identifier qu'est-ce qui s'est passé, puis de redonner des outils, des moyens de retrouver un équilibre. C'est quand on va dans des grands déséquilibres métaboliques ou de biochimiques du corps humain qu'on est malade. Mm-hmm. Si on n'était pas là, puis qu'on ramenait l'équilibre, ou qu'on restait, ou qu'on tendrait vers un équilibre, être en équilibre, on est mort. Il faut tendre vers l'équilibre. OK? C'est un principe en médecine chinoise. Là, exactement. Comme en médecine traditionnelle chinoise, le praticien le médecin qui est payé si son patient ne devient pas malade, alors qu'à l'inverse, la médecine de l'Ouest, un peu plus, on est payé pour faire des actes là, alors que le patient là, est malade. Plus médecine d'urgence qui a son lot de miracles. Une médecine Ouais, d'intervention. Écoute, c'est c'est ça. extraordinaire. Puis il y a eu vraiment des percées extraordinaires dans la recherche. On peut pas dénigrer ça. Toute chose est bonne. Elle est là, elle existe pour une raison. Il faut savoir l'utiliser à bon escient, puis combiner les bonnes approches qui répondent aux besoins de la personne, mais respecter la personne où elle est rendue. Tu sais, il y a des gens qui, c'est important la médication pour eux autres. Ben là, ça prend ça, puis tu sais, on peut essayer de les diriger vers quelque chose, mais il faut qu'ils soient prêts à ça. Donc, ça prend une ouverture, ça prend un respect de où la personne est rendue. Puis quand on parle d'approche personnalisée, ben il faut avoir pas mal, je te dirais, de trucs dans notre coffre à outils. OK? Ouais. Mais il faut aussi considérer la personne qui est en avant de nous, qu'est-ce qu'elle est prête à faire, puis où elle veut aller. Mais on a une mission, on a un rôle d'éduquer, de les rendre conscients. Si tu fais tel choix, il peut arriver telle affaire, mais c'est toi qui vas décider, pas moi. Moi, je suis là pour t'aider. Mais le médecin ou le professionnel de la santé, son rôle, c'est de rester à jour. Et la science, elle a énormément évolué. Puis je dirais la compréhension du corps humain et l'interaction de l'humain avec son environnement aussi.
Alors, on peut plus juste dire l'allopathie ou... Puis l'autre chose, c'est d'arrêter de séparer un corps, un système, puis un cœur, un poumon. On est un tout, un être Ouais, humain, ouais. là. Tu sais, notre santé mentale va dépendre de notre santé physique de notre santé mentale, de notre programmation, de nos croyances, ce qu'on fait dans l'environnement dans lequel on vit, notre culture, nos croyances, de notre résilience peut influencer face à la vie, voir le verre à moitié plein versus à moitié vide, rester une victime, puis subir ce que les autres disent, puis chialer toute notre vie, va influencer notre santé. Mais pour prendre des bonnes décisions, puis se choisir, il faut être conscient puis connaissant. C'est ce qu'on fait quand on rencontre les patients, en tout cas du moins le plus possible, puis c'est de redonner le pouvoir à l'autre. Mon rôle a changé, puis il va changer encore parce que je vais évoluer. Hein? Exact. On reste pas toujours à la même place. Puis, mais je suis dans une phase de ma vie où je suis à la saison de transmettre mon expérience puis mes connaissances à d'autres, dont les patients, pour qu'ils puissent se prendre en main en matière de santé puis développer une autonomie. S'ils n'ont J'adore pas ça. besoin de moi, je vais être bien contente. Effectivement, puis je trouve que tu l'as bien dit aussi, le volet de ne pas séparer le corps, puis des fois, c'est un petit peu ça, là, on voit, on a un record de autant volet maladie mentale, les psychologues sont overloadés, mais tu as tout le volet de tout, les nutritionnistes, tout en santé, là, à date, là, quand je demande à tous mes collègues, peu importe les professions, tout le monde est débordé, etc. Mais c'est comme s'il manque un peu le fameux chef d'orchestre, et où, moi, je pense que le médecin peut prendre potentiellement cette généraliste ou autre, éventuellement avoir ce rôle de chef d'orchestre-là dans ce que tu as créé, le CMIE, entre autres, mais de faire comme, OK, voici où ce qu'on commence parce que c'est vraiment de l'accompagnement, tu l'as dit, mais de l'accompagnement, ça se fait pas, ça se force pas, puis ça prend du temps. Puis ça se fait typiquement en one-on-one, ça peut se faire potentiellement avec l'éducation, en groupe, il y a plusieurs formules possibles, mais c'est un petit peu ça, puis ça me mène à te poser la question, justement, qu'est-ce que tu as rencontré potentiellement, ou qu'est-ce que tu vois comme obstacle un petit peu là, à ce volet-là de ton monde idéal en santé, tu sais, dans notre système Ah, actuel? je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Il y a une réflexion à Ouais, faire. Il y a une réflexion de société à faire. c'est bien dit. On est en train de perdre beaucoup de choses qu'on a créées. J'ai réfléchi beaucoup en écrivant mon livre parce que j'ai regardé les différentes lois qui ont émergé au cours des 40-50 dernières années au Québec depuis la Régie de l'assurance maladie. Les systèmes de santé à travers le monde, comment ça fonctionne. Il n'y en a pas de meilleur. Je pense qu'il faut repartir du monde, de ce que les gens... Mhm. Il faut juste repartir à la base. Il y a une lourdeur administrative dans notre système. On l'appelle notre système le régime d'assurance maladie du Québec, mais on devrait l'appeler le régime d'assurance santé du Québec. Hmm. On devrait avoir une partie de responsabilisation. L'individu ne doit pas s'en remettre à un système. Et le système est tellement rendu énorme. C'est un gros mammouth. C'est un gros mammouth. Puis même s'il y a la volonté gouvernementale, politique ou autre de changer les choses, c'est une grosse bouchée. Ça bouge pas vite, un mammouth. Un paquebot non plus. OK? Hmm. Alors, il faut vraiment se positionner par rapport à où est-ce qu'on s'en va, parce que tout est en train d'éclater. Puis on a à réfléchir, mais il y a des solutions aussi. Fait qu'allons voir les gens qui ont des solutions. Moi, j'en ai parce que je l'ai vécu à petite échelle en créant une entreprise en santé au Québec, en considérant les autres professionnels, le fait qu'on est hors norme, disons que si on se compare à la médecine conventionnelle, mais on a essayé de le faire du mieux qu'on pouvait. On essaye de travailler avec d'autres professionnels de la santé qu'on dit que, oh non, peut-être que, alors que c'est extraordinaire de pouvoir le faire. Le travail d'équipe, les échanges, c'est difficile parce qu'on est dans un monde où on n'a pas beaucoup de temps. On court tout le monde, on essaye d'équilibrer notre vie, on essaye d'avoir du temps avec notre famille, professionnellement. Mais il faut créer des espaces où on échange. Il faut Ben, c'est ça créer que des j'allais dire. Ouais, relations. les pistes de Pour solutions. reconnaître la compétence. Arrêtez de dire, ah non, ce titre-là, c'est rien, ça vaut rien. Hey, c'est pas parce que ça cadre pas dans les données probantes telles qu'on le définit. Puis la science, c'est quoi la vraie science, Max?
Hein? On devrait se questionner. Moi, je viens du milieu de la science. La science, là, ça veut dire qu'on est là pour remettre les choses en question. On n'a pas une direction. On n'a pas une seule façon de faire. Pour venir du milieu de la science expérimentale et fondamentale, on se pose des questions. Comment ça se fait que c'est comme ça? On est toujours en train de remettre en question. C'est ça la vraie science. Et il y a la science de l'observation, ce qu'on voit. C'est ça, c'est la réalité de ce que les gens vivent. Hein? C'est tributaire de l'environnement, c'est tributaire des changements climatiques, c'est tributaire de ce qu'on bouffe. C'est bien beau de dire on va faire une étude, là, puis on va comparer avec médicaments, pas de médicaments. Admettons, je te donne un exemple. C'est juste un exemple. Là, parce que je vais vous montrer. Puis là, on tire des conclusions de ça. Mais on n'a pas tenu compte de tout ce qui peut influencer autour. Parce qu'on a voulu aller vérifier une seule chose qui n'est pas compte de la réalité. Donc, la science de l'observation, les living labs qu'on a, où on observe, on est dans l'ajustement, on n'est pas dans le traitement de la maladie. Alors, c'est un changement de paradigme. C'est pas une maladie, un diagnostic, une maladie, un traitement. On est à identifier ce qui est déséquilibré et on ajuste en fonction d'eux. Donc, il n'y a pas grand risque de créer des problèmes. On fait juste aller en fonction de l'amélioration, puis si c'est détérioré, on ajuste, on regarde, on monitore. Donc, c'est toute une autre façon de penser. Si on ajuste l'alimentation, on va améliorer tel symptôme inflammatoire. Admettons. OK? Alors, on n'est pas dans la maladie, on est dans l'amélioration de la santé. Puis ça, c'est dur quand on nous a inculqué une façon de penser à l'école. Mais il y a la vie qui t'a amené à apprendre autre chose. Et c'est ce que j'ai fait au cours des 27 dernières années, depuis que je suis toute petite, parce que j'ai une curiosité qui était énervante pour mes parents, pour mes profs, même quand en médecine, parce que je posais toujours la question qui n'avait pas rapport. OK? Mais en même temps, ça faisait réfléchir. C'est ça. Mais en même temps, je l'assume, je suis comme ça. Moi, je suis dans une position de milieu, c'est pas toujours confortable, parce que dans les milieux alternatifs, tu sais, les discours extrémistes ou polarisés, on est vraiment dans une société où on est très polarisé. C'est blanc ou noir, c'est oui ou non, mais il y a le milieu, il y a le gros bon sens, il y a hey, on peut-tu réfléchir, on peut-tu amener à dire ah oui, ça pourrait être bon pour telle personne avec ça, puis on va lui demander si ça fait son affaire. Fait que c'est ça que je fais. C'est pas compliqué. Puis là, je suis rendue à l'âge où je veux le partager. Je veux partager tout ce que j'ai appris, ce que j'ai observé dans mon petit cahier, puis qu'est-ce qui a servi à définir des nouvelles façons de faire, des protocoles. Oui, mais en tenant compte de plusieurs éléments. On fait pas ça n'importe comment. Je pense qu'on peut bien ressentir ta passion, ta curiosité aussi, mais aussi justement cet esprit-là de partage essentiellement, de pouvoir ramener le pouvoir aux gens, de pouvoir s'aider, puis de prendre le rôle plus de partenariat. J'aime tellement ce mot-là parce que rendu là, puis même moi, j'ai un processus avec ma santé d'optimisation au quotidien. La santé, oui, il faut la garder. Après ça, ça finit pas comme OK, j'ai bien mangé pendant 2 mois, puis après ça, fait que c'est un travail au quotidien pour tous. On est responsable, hein? On est responsable de notre santé, puis en tant que professionnel de la santé, on est responsable d'une certaine façon de guider les patients. Mais notre rôle, c'est pas de décider. Notre rôle, c'est de rester connecté, rester à jour, puis de peut-être améliorer, comment je pourrais dire, amener les différentes possibilités pour que le patient soit en capacité de prendre la meilleure décision pour lui-même. Et ça fait partie du rôle du médecin. Si on se rappelle, l'OMS a fait la définition de la santé, mais aussi on a un serment, en tout cas quand on est médecin, on a un serment d'Hippocrate où on doit laisser le patient décider, choisir et on doit le respecter. Ça doit être en accord avec ses valeurs, sa culture, sa religion, ses croyances, whatever. Mais on s'est un peu éloigné de ça. Tu sais, c'est pas de la faute de personne, là. C'est l'évolution de la société qui est comme ça. Mais là, c'est le temps qu'on revienne. On a une belle occasion en ce moment, après une crise comme on vient de passer,
de se repositionner en tant que société, puis de peut-être faire des meilleurs choix ensemble en matière de santé avant que tout soit complètement anéanti, parce que c'est très fragilisé actuellement. Puis de permettre un travail, une collaboration interprofessionnelle. Oui, il y en a des obstacles. Tranquillement, on fait des petits pas à l'ouverture du travail interdisciplinaire. On le voit, il y a la volonté. Pour ça, il faut qu'ils comprennent aussi ce qu'on fait. Pour qu'ils soient pas dans le jugement, les gens, puis qu'ils disent « Oh non, ça c'est pas bon, ah, ça c'est bon, ça c'est la vérité. » Qui détient la vérité? Hein? Personne. Alors, c'est d'en parler. C'est juste de faire réfléchir les gens puis qu'ils arrêtent d'avoir peur. Hein. Tout le monde protège son petit territoire. Hein. Dans les gens, c'est la nature humaine de protéger les acquis, ce qu'ils ont. Alors, pour que les gens arrêtent d'avoir peur puis condamnent sans savoir, ben il faut expliquer. Il faut se faire entendre. Comme tu fais aujourd'hui avec moi. Alors, puis toi aussi, tu as cette mission-là en étant un professionnel de la santé. On a un gros travail d'éducation à faire dans notre société. Hein? Effectivement. Puis, tu sais, je pense qu'on est deux curieux, effectivement. C'est une belle qualité qu'on partage assurément. Puis, tu l'as bien dit tantôt aussi, tu sais, souvent dans des milieux, les gens aiment ça, que ce soit blanc ou noir. Et c'est sécurisant un peu. On peut comprendre pourquoi. Dans OK, voici c'est quoi la réalité. Puis, parfait. Je suis parfait. Je peux passer à autre chose. Tu sais. Mais c'est rarement comme ça dans la vie, en santé, dans peu importe le domaine, en fait. Là. Puis on peut le voir, je trouve ça fascinant aussi, toutes les accomplissements ou les collaborations que tu as pu faire aussi, de vraiment avant-gardiste. Là, je pense au volet, bon, tes apparitions à l'automéno, le volet de la ménopause, l'hormonothérapie, la maladie, bon, Lyme's disease, le volet, la maladie de Lyme en français ou de Lyme. Je ne sais pas si on garde l'accent, mais bref, vous aurez compris à la maison. Même le cannabis médical au Québec, c'est quelque chose Ouais, aussi. ouais. Puis, tu sais, le cannabis Ouais. médical, là, moi, j'ai comme participé. Il y a eu un projet de recherche. Je continue de développer mes connaissances, je continue d'étudier parce que ça avance toute la compréhension, tu sais, la découverte. On parle du cannabis, mais le Ouais, cannabis parce qu'on associe ça à la plante, on ouais. associe ça au THC, mais en médical, on a identifié des produits de la plante qui sont tellement intéressants pour leur capacité ou leur propriété thérapeutique. D'ailleurs, c'est des plantes adaptogènes comme d'autres Mhm. plantes adaptogènes. Et puis, je ferai un petit rappel que la plupart des médicaments viennent des plantes, hein, en passant. Ouais, C'est juste un petit rappel pour dire que il y a, au début des années 1900, on faisait de l'apothicaire, hein? On ajustait sur mesure, on faisait de la pharmacologie ajustée sur mesure, on faisait des sirops, on utilisait même l'opium, la cocaïne puis du cannabis pour faire des sirops en microdosage, puis ça marchait. OK? mhm. C'est pas parce que ça s'appelle du cannabis que c'est démoniaque ou de l'opium que c'est de la drogue. Ah Ils ouais. ont toute une capacité thérapeutique en microdosage. Alors, on ajustait sur mesure. Ça marche pas, vous reviendrez me voir. Et puis, les médecins, puis, tu sais, c'était comme les apothicaires, les médecins, là, c'était comme un genre de tronc commun. D'ailleurs, il y a des endroits dans le monde où ça travaille en étroite collaboration. En Allemagne, les pharmacies, ça s'appelle des apothecary. Ça a gardé le... Alors, c'est de l'ajustement sur mesure. Tu peux faire de la médecine personnalisée, puis tu peux faire de la pharmaco personnalisée. Donc, il n'y a pas une dose qui, tu sais, pour éviter les effets secondaires, les effets de toxicité, les interactions. Si tu manges du sucre, tu crées de l'inflammation, tu vas avoir besoin de différentes doses. Tu sais, tu comprends-tu qu'il y a, à la base, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe pour améliorer ou respecter la physiologie du corps. Mhm. Fait que quand j'ai un discours, moi, c'est un discours de biologiste puis de physiologie, de comprendre la physiologie. Et après, on prend des décisions en fonction de. Cannabis, on a découvert qu'on avait un système de régulation à l'intérieur de nous, au milieu des années 90, le système endocannabinoïde. C'est extraordinaire. C'est un grand système de régulation de la neuroinflammation, de l'immunomodulation. Notre système immunitaire est modulé par ce système-là. Donc, quand on prend des plantes, des fois, on va jouer sur le système, puis on redonne un équilibre à un système en respectant les dosages, puis la personne, comment elle transforme le produit. C'est la même Exact. affaire
qu'on mange, c'est la même affaire pour les pilules, c'est la même affaire. Ton corps, il va faire ce qu'il a à faire avec ce que tu prends en fonction de qui tu es et des habitudes de vie qui vont moduler ça aussi. Quand on est conscient de ça, on a bien plus de pouvoir sur « Hey, moi, je choisis en pleine conscience, je sais ce qui me fait du bien, puis je sais ce qui me fait pas du bien. » Et c'est ça qu'il faut transmettre aux gens, les rendre conscients, connaissants. Ils vont être en meilleur pouvoir sur leur santé, puis ils vont être moins malades. Exact. Il y a tellement C'est d'outils. une affaire qu'on peut faire. Puis la plupart des outils, les gens peuvent les utiliser à la maison. Les fondations, là, les outils de base, les gens, ils le font au quotidien sans s'en rendre compte ou sans le savoir ou sans s'arrêter pour le réaliser. Mais à chaque fois que vous vous couchez le soir, dépendamment de l'heure, à chaque justement repas, composition de votre repas, c'est toujours un pas de plus vers une santé optimale et ou vers une santé qui dégringole. Et ça, on peut appliquer ça à combien de choses, tu sais. Là, après, quand on a des petites choses à fine-tuner, mais j'ai aimé ce que tu disais, le volet de l'apothicaire, tu sais, puis la médecine, la pharmacologie individualisée avec ces outils-là. Puis là, c'est là que ça prend des connaissances souvent très poussées. C'est là que je trouve que chacun des professionnels viennent intervenir avec leur expertise. Dans les Mais 20 on est... dernières années, là, la science telle qu'on la connaît, elle a évolué aussi. OK? Puis elle a évolué, mais le changement dans l'application, dans la pratique, il vient pas aussi vite. Hein. Ça, c'est normal, là, la résistance au changement et la compréhension de ce qui se passe. C'est extraordinaire. On assiste à un boom de connaissances depuis les 20 dernières années pour toutes sortes de raisons, là, mais ça va à une vitesse grand V. Puis, il faut ne pas ignorer ça. Il faut se tenir à jour. Tu sais, c'est pas vrai. On nous a demandé, les médecins, dans notre cadre de référence professionnelle, d'appliquer des recettes, de faire des diagnostics avec des critères diagnostiques préétablis, puis de prescrire ou d'établir un plan de traitement en fonction d'eux. Mais là, on assiste à toutes sortes de maladies qu'on n'a plus de critères diagnostiques. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on développe des façons d'évaluer les patients autrement. Donc, c'est ce qu'on fait, nous. Et on va chercher l'information ailleurs. C'est l'émergence de la médecine fonctionnelle. De regarder le microbiote, le rôle du microbiote dans l'intestin par rapport à l'immunité, par rapport à l'inflammation. C'est super important. Hein? On est habité par des bactéries qui sont là pour une raison, puis on a 10 fois plus de bactéries que de cellules là, sur notre corps. Là. C'est pas pour un rien. Hein? Microbiologiste aussi de formation, fait que je comprends le rôle des bactéries. Fait que, tu sais, le microbiote, c'est important, le système immunitaire. Tant que tu as un bon système immunitaire, là, même si tu es attaqué par des infections, on est habité par des multiples infections qu'on a contractées au cours de notre vie, mais on n'a pas été malade parce qu'on a un bon système immunitaire. Mais le jour où tes barrières immunitaires tombent, là, tu risques d'avoir la réactivation de virus qui dorment dans ton corps, de bactéries. On appelle ça des crypto-infections ou des infections qui sont cachées dans tes cellules. Un exemple de la maladie de Lyme puis des co-infections, même des virus, hein. C'est pas juste des bactéries, il y a des virus, hein. Des virus herpétiques, le Epstein-Barr virus, qui sont là, qui dorment. Tu as fait une mononucléose, ben le petit virus il est allé se cacher. À un moment donné, si tu n'as plus de système immunitaire, il va se réveiller puis il va causer des problèmes de santé ou des maladies. Fait que c'est ça, là. Fait que il y a tout l'aspect de la digestion, neurologiquement, la neuroinflammation. On peut tellement travailler sur des facteurs, on va dire des facteurs qui pourraient nous prédisposer à avoir des maladies, mais que si on s'en occupe, avant d'être malade, on tombera pas, on n'ira pas dans la maladie. Pas tomber malade, là, c'est un vieux terme, là, mais on n'ira pas vers la maladie, on risque de rester en santé. Puis il y a des façons de faire dans les habitudes de vie, l'équilibre. Trop, c'est comme pas assez de n'importe quoi, tout est une question d'équilibre. Et il faut penser qu'un individu ne réagit pas à la médication ou à autre chose de la même façon. Il n'est pas rendu on n'est pas tous rendus au même endroit. On vit pas dans des mêmes environnements non plus. Et ça, c'est un point important, Max, parce qu'on est devant des changements environnementaux très, très, qui sont là. On peut pas sauver la planète Terre, là, mais on va avoir des choix de société à faire parce que ça a un impact majeur sur la santé. Les changements climatiques.
dans mes conférences que j'assiste, entre autres sur la maladie de Lyme, hein, ça change tout le portrait de la transmission des bactéries ou des virus qui se passe actuellement, les changements climatiques. Et les gens ne sont pas conscients, même en médecine, là, il faut s'en occuper. Il faut arrêter d'ignorer ça dans nos pratiques, puis dans ce qu'on peut faire pour aider les gens à retrouver la santé aussi. Ça revient à la compartimentalisation de la chose. Ouais. On essaie de se dissocier, mais on est un organisme aussi avec la Terre, avec la planète, avec tous les écosystèmes. J'appelle ça de la médecine écologique. C'est ça, ouais. Des termes des fois. Il y a la lifestyle medicine, la médecine de style de vie, il y a la médecine écologique. On peut parler de médecine environnementale aussi. Tout se peut. Ouais. Est-ce que tu crois que justement, bientôt, plus tôt que tard, ça va être justement, parce que souvent quand j'ai des discussions, soit avec des collègues médecins ou des collègues médecins justement qui sont beaucoup dans le volet santé globale et tout, sont comme, moi quand j'ai découvert ça, j'étais comme, ben voyons donc, on m'a jamais enseigné ça à l'université, etc. Puis c'était souvent par manque d'outils ou frapper des murs thérapeutiques ou faire comme, ben voyons. Puis là, en apprenant certaines, qui ouvraient les horizons de ces praticiens-là à faire comme, hey, sais-tu quoi? On m'a jamais enseigné ça. C'est extraordinaire, la médecine fonctionnelle. Pour moi, c'est de la médecine. C'est de la médecine de la compréhension du corps humain, de l'individu et de le considérer dans sa globalité. Parce qu'on est un tout. On n'est pas juste un cœur, un poumon. Tu sais, nous a appris à sectoriser le corps humain. On a des surspécialités. C'est pas mauvais, c'est la structure actuelle. Mais là, ça serait peut-être le temps de revenir à dire, hey, on fait faire de la prévention cardiovasculaire, mais quand on fait de la prévention cardiovasculaire puis qu'on prend des médicaments qui baissent notre cholestérol à un niveau tellement bas qu'on n'a plus de cholestérol pour faire des hormones, ben on se met à risque d'avoir des sérieux problèmes par la suite. Alors, il faut arrêter de juste regarder en silo. Il faut comprendre l'ensemble que quand tu fais quelque chose puis que tu ne respectes pas la physiologie, que tu vas, oui, traiter des symptômes quand tu es malade, puis ramener parce que c'est nécessaire. Par la suite, il faut s'occuper de l'équilibre entre les systèmes parce que tu vas créer des dommages à la longue ailleurs. Puis le corps est bien fait parce que le corps est fait pour compenser ou trouver des façons de contourner. Fait que si t'as plus de glande qui fabrique tes hormones, ben tu vas faire du gras pour en faire. Parce que la glande la plus grande du corps humain, c'est le tissu graisseux. Fait que, tu sais, là, je donne des exemples juste pour montrer ce que je veux amener comme réflexion ou comme constat. Fait qu'il faut arrêter d'être dans les extrêmes. Il faut tendre vers l'équilibre. Parce que le corps humain fonctionne comme ça. Hein? C'est ça qui est fascinant. T'sais, des fois, on trouve l'équilibre sur une petite chose, puis des fois, ça peut être juste dans nos habitudes de vie. On peut ramener ça à bien simple, là, mais souvent, en retrouvant l'équilibre sur point, un système va aller vraiment mieux, même si en apparence, on ne l'a pas travaillé directement. Aussi simple que, je sais pas, je reviens avec mon exemple de se coucher de bonne heure le soir, ben écoute, finalement, c'est comme, hey, crème, ma thyroïde va mieux, mes marqueurs restent. Tu sais, sur un certain temps, mais c'est surprenant, tu l'as bien dit, à quel point le corps, une fois qu'il est équilibré, il est capable de s'adapter puis de renverser beaucoup de choses aussi. Après, c'est de voir où sont les déséquilibres majeurs du patient, du client, de l'individu. J'ai beaucoup aimé ça, tu as dit ça aussi. En fait, le diagnostic de la personne, c'est un peu son nom et tout ce qui vient avec sa réalité quotidienne biopsychosociale. En fait, les maladies chroniques, là, c'est sûr qu'on est devant aussi une population qui va avancer en âge, puis d'où l'espérance de vie est allongée. Mais il faut s'occuper de l'espérance de vie en bonne santé. Okay? Et on sait que les maladies qui sont les plus morbides ou qui amènent une perte d'autonomie ou qui sont les plus mortalité et autres, là, arrivent avec l'âge. Okay? Que ce soit le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète ou la maladie d'Alzheimer. Alors, plus on avance en âge, plus les risques, on va dire les risques, là, de développer ce genre de... Mais on peut faire quelque chose pour ne pas aller là aussi. Alors, c'est aussi d'être conscient que notre mode de vie actuellement, c'est lui qui est responsable du fait qu'on a une émergence de maladies chroniques
sur lesquels on pourrait tellement jouer avant d'être malade, ou on pourrait rééquilibrer notre santé avant d'évoluer. On en est conscient. Le stress chronique, le gérer, tu sais, nos surrénales sont très, très fortes, sont capables de s'adapter, la capacité d'adaptation au changement. Et ça, c'est tributaire de notre façon de penser, de voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. La résilience, ça vient aussi de notre éducation, notre culture. Il y a même parfois des aspects religieux qui influencent des choix de société aussi, même en matière de santé. Ouais. Alors, il y a tout ça à considérer. Donc, c'est une grande réflexion qu'on a à faire, pas juste au niveau de la santé, mais sociétale. Puis, on est chanceux quand même de vivre au Québec, malgré il y a des affaires là, qui sont à améliorer. Là. Ça veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur ce qui se passe. Mais on a quand même, on est dans un endroit dans le monde, tu sais, ça dépend à qui on se compare aussi. Fait que Exact. on a quand même un système, malheureusement, il est bien magané, là, mais il n'est pas encore complètement mort. OK? Fait que là, moi, le message, là, c'est OK, là, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour être bien. Jamais trop tard pour aller mieux non plus. Hein? On nous dit oh non, c'est normal, t'avances en âge, c'est normal. Moi, ça me fait défriser, puis tu vois comment je fais ça. Fait que, Ouais. tu sais, de dire, c'est nous autres qui mettons des limites. C'est nous autres aussi qui sommes dans la peur ou dans l'illusion que c'est comme ça. Mais prenons un pas de recul, puis regardons le big picture, puis peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a bien plus de pouvoir qu'on pense, puis peut-être qu'il va falloir se rassembler puis penser à des solutions avant qu'il soit, il sera jamais trop tard, mais peut-être un jour qu'on n'aura plus les moyens d'avoir le système qu'on a, là. C'est déjà un petit peu triste. Moi, j'ai vu l'évolution de la situation. Hein. Ça fait 27 ans que je suis médecin, mais j'ai été en sciences avant, puis tout ça, là. Fait que je suis sortie de l'école à 32 ans. Mais on n'était pas pire. Mais ça a fait vraiment... c'est lourd. Il y a beaucoup... C'est lourd, là. T'sais, on peut-tu simplifier les affaires puis revenir au gros bon sens? Moi, c'est ça le message, là. Arrêtons de s'enfarger dans les fleurs du tapis, puis de se complexifier la vie. Mais c'est dur, les changements, parce que c'est vraiment rendu très, très gros, là, la structure et tout ça. Alors, on verra en tant que... Moi, j'aurais des choses à dire. J'aimerais bien ça rencontrer les décideurs. Parce que j'ai quand même des suggestions. On va les faire dans mon livre, là, Max. Là. J'aimerais ça que ça serve à quelque chose parce que j'ai quand même porté ça sur mes épaules puis ça n'a pas toujours été facile. Fait que c'est pas pour les sous que je l'ai faite. Puis même, il y en Ouais. a qui diraient qu'elle est complètement folle d'avoir fait ce qu'elle a fait, d'avoir tout mis son énergie, son temps, son argent dans le développement d'un modèle de changement. Mais j'en suis fière aujourd'hui mais j'aimerais ça qu'il serve à quelque chose. J'aimerais ça Hmm. que moi, tout ce que j'ai mis de côté dans ma vie personnelle, ma santé et autres, serve à quelque chose. Si ça sert pas, au moins j'aurais transmis le message à travers un livre, puis on verra par la suite, ça m'appartiendra plus, ça. Non, mais c'est ça, je trouve que c'est vraiment un beau message, tu sais, puis même si tu avais les gens, les thérapeutes, les professionnels de la santé, même les médecins un peu là, avec qui ça résonne ce message-là, ça serait quoi ton message pour eux ou justement à garder en tête pour l'avenir, pour le futur? De rester connecté à qui vous êtes, de Hmm. croire en vous, de croire en vos valeurs, d'être en accord avec vous. Parce que quand on est encore en accord avec soi, là, on est pas mal moins vulnérable au jugement, aux commentaires. Et on a les réponses à l'intérieur de soi. Puis quand on est en ligne avec ses valeurs, on est vraiment pas mal plus solide. Faut pas faire les choses n'importe comment, là. Puis il faut les faire pour les bonnes raisons, dans la bienveillance. Alors, il y en a d'autres avant moi. Hein. Je suis pas la seule. Il y en a tellement qui ont essayé, puis ça a été dur pour eux autres aussi. On peut-tu devenir plus ouvert au changement, moins dans la rigidité de protéger quelque chose qui est en train de toute façon de tomber, puis permettre que cette médecine-là émerge au Québec sans avoir toujours une menace. Mais croyez-y,
ayez la foi, parce que le changement est à nos portes. On est mieux, plus que jamais, enligné pour que ça se passe puis que ça se produise par rapport à d'autres qui ont essayé avant. Il y a une ouverture quand même actuellement. On le sent, on le voit. Tu sais, si la COVID a peut-être apporté bien des affaires, mais elle a aussi réveillé du monde par rapport à ce Mhm. qui est important, là. Donc, je vais prendre ça comme exemple parce qu'on vient de sortir de 4 ans, puis hey, il y a du monde, là. Hey, non, non. Wow, là, moi, je veux pas retourner là. Moi, ma vie est importante. Mes relations avec les autres sont importantes. Tu sais, je parle d'autres choses que ce que ça a fait au niveau santé, là, parce que on le Ouais. sait, là, ça nous a toutes déstabilisés. Puis moi, ben, ça m'a fait goûter à l'envie d'être libre, la liberté. La liberté de décider, la liberté d'être, la liberté de me choisir, d'être qui je suis. J'ai le droit d'être qui je suis et de pratiquer une médecine comme j'ai envie de la pratiquer du mieux que je peux. Puis avec les bonnes intentions d'aider les gens à aller mieux aussi, les guider. C'est tout simplement ça que je fais, Max. Ben T'sais. écoute, c'est vraiment bien dit. C'est vraiment un beau message, même, je dirais, de conclusion, de fin, là, venant surtout de puis inspirant, venant d'une pionnière comme toi, justement, de rester vrai avec soi-même. Ça me parle beaucoup, comme tu dis. Puis après ça, on sait pourquoi, qu'on le fait pour les bonnes raisons. Et après, si on a des détracteurs ou de l'opposition, je peux m'imaginer que tu en as eu dans ton grand parcours, là, avec tout ce que tu as entrepris comme projet. Je trouve ça super inspirant, puis j'en prends bonne note et je suis certain que les auditeurs également. Ben, merci, hein, puis merci de m'avoir permis de parler, d'échanger avec toi, parce que toi aussi, tu es un pionnier. Tu sais, les gens qui font des podcasts comme ça, puis qui invitent des gens, puis qui échangent, on sème nos petites graines à travers la société. C'est extraordinaire de pouvoir donner l'accessibilité à ça aux gens. Tu sais, avant, ça n'existait pas, les podcasts. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Exact. Et la communication, la collaboration, hein? C'est super important. Puis de recréer un tissu professionnel, un tissu social, de l'entraide, hein? Il va falloir retourner à la communauté aussi, parce que seul, on n'est pas, tu sais, ensemble, on est plus fort. Exact. Ben, écoute, merci, ça me touche beaucoup, c'est super apprécié, puis c'est vraiment ça le mandat du podcast, c'est pour ça qu'il est né aussi, donc c'est mission accomplie, je suis super heureux, puis merci beaucoup pour ton temps, merci pour cette super belle discussion-là, ô combien inspirante pour, j'en doute pas, pour tous les auditeurs qui vont pouvoir partager aussi là, avec leur entourage à qui ça pourrait bénéficier, puis au plaisir de te recroiser là, dans des futurs congrès et événements. Merci beaucoup. Merci, Max. Ciao. Ciao.